Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, bonjour. Bienvenue dans le podcast L'info du parent musulman. Ici, vous retrouverez des interventions de professionnels de santé, de professionnels de l'éducation, de religieux, de membres d'associations de prévention, ainsi que de parents expérimentés. Ils vont nous parler de nos enfants, de parentalité et de la famille musulmane, tout en abordant les problématiques de la communauté musulmane et en essayant d'apporter des pistes de réflexion. Ce premier épisode est sur le thème de l'histoire-géographie niveau collège et lycée, et il s'adresse aux parents afin de les munir de réflexions et d'outils sur ce sujet. L'histoire-géographie, c'est une matière qui peut sembler moins importante que d'autres et qui est même un peu délaissée. Et pourtant, les enjeux derrière sont grands. Quels sont ces enjeux pour nos enfants? C'est ce que nous allons voir dans la partie 1 de cet épisode 1 avec Ilyes Belhadj, qui a accepté de répondre à mes questions. Actuellement en année sabbatique pour d'autres projets, il a exercé comme professeur d'histoire-géographie et EMC en collège privé musulman. Je le remercie sincèrement d'être mon invité pour ce sujet. Je vous souhaite une très belle écoute. Assalamu alaikum, bienvenue. Pouvez-vous d'abord vous présenter? Oui, alors, comme c'est là, moi, c'est Ilyes Belhadj, donc j'ai 24 ans, bientôt 25. Donc, je suis enseignant en histoire-géographie et éducation civique. Donc, je l'étais plutôt. Là, j'ai pris une année sabbatique pour me concentrer sur d'autres projets. Mais l'année dernière et l'année d'avant aussi, j'ai enseigné en tant que prof d'histoire-géographie, éducation civique. Donc, dans un collège privé musulman en région parisienne. Excusez-moi. D'accord. Alors, pour le parcours un peu que j'ai fait pour devenir enseignant, donc ça a été un parcours assez classique. J'ai fait une licence d'histoire à Paris, à la Sorbonne. Ensuite, j'ai fait un master, donc un master recherche. J'ai dû faire un mémoire, etc. C'était pas un master spécialement destiné à enseigner, à être prof. À la suite de ce master, donc l'envie d'enseigner est venue. Donc à la fin, j'ai repassé une première année de master pour préparer le concours donc de l'enseignement, le CAPES, que j'ai eu à l'écrit, mais que j'ai raté malheureusement à l'oral. Donc, à la suite de cet échec, j'ai quand même décidé d'enseigner et je me suis lancé dans l'enseignement, donc dans le privé musulman. D'accord. Selon une étude publiée dans le magazine Historia, seulement un Français sur deux sur un échantillon ayant répondu à des questions du certificat d'études serait capable d'obtenir cet ancien diplôme disparu depuis 1980. C'était un diplôme de fin de primaire. Donc, pour montrer que les Français ont un niveau les Français ont un niveau d'histoire géographique qui diminue. Donc, je pense que c'est quand même un sujet important dont il faut parler parce que ça fait partie de la culture générale pour nos enfants et c'est assez important. Donc, on va voir pourquoi est-ce que c'est important ici. Pensez-vous qu'il y a des inégalités sociales quant à l'intérêt que les Français portent à l'histoire? Alors, pour revenir sur cette étude d'Historia par rapport à ce fameux niveau du certificat d'études, donc c'est une tendance qui est en fait assez générale, hein. C'est un discours aussi qu'on entend beaucoup aujourd'hui, pas forcément que dans les médias, mais chez beaucoup de personnes qui constate une diminution du niveau des élèves et de la qualité de l'enseignement dans l'éducation nationale. Donc, c'est une constatation que la société française a aujourd'hui. Tout le monde a constaté cette baisse de niveau. Et nous, en tant que prof, on l'a aussi constaté. Notre époque où nous, on était à l'école, même si ça fait pas si longtemps que ça, c'est l'époque là à laquelle on enseigne. Donc, on voit quand même des décalages et des différences qui s'accélèrent de plus en plus. Après, c'est pas spécifique à l'histoire-géographie. Donc là, ça rejoint aussi cette question des inégalités que vous venez de poser. C'est pas spécifique à l'histoire-géographie, je pense. Je pense que c'est une tendance générale. Ça Mhm. concerne aussi bien le français, les mathématiques. Alors moi, après, par rapport à ça, comme j'ai enseigné dans un milieu un peu particulier, donc qui est le pré-musulman, donc qui dit pré-musulman, une forte communauté maghrébine, donc une grande majorité maghrébine, et d'Afrique de l'Ouest aussi, bien sûr, et pas seulement, mais voilà, une grande majorité. Alors, pour les mathématiques, il n'y a pas vraiment de souci, hein. C'est vraiment les matières scientifiques en général, c'est des matières qui sont vraiment priorisées, dans lesquelles les parents s'investissent énormément pour les enfants. Mhm. Mais un peu
un peu la cinquième roue du carrosse, on a tout ce qui est littéraire, donc le français, on y fait quand même un peu attention, l'histoire-géographie, c'est sûr qu'il y aura peut-être une différence d'information sur, les ressources auxquelles on peut accéder, etc. Donc des parents qui n'ont pas forcément ces informations-là, qui peuvent aussi transmettre à leurs enfants. Donc quand je parle d'information, c'est par exemple savoir qu'on peut s'inscrire dans telle bibliothèque, avoir accès à telle ressource, à tel magazine, à tel livre gratuitement. On a accès à telle école après le bac, etc. Donc c'est des informations qu'on a ou qu'on n'a pas forcément en fonction du niveau social. Un exemple un peu bête, c'est que moi j'ai grandi dans un milieu, on va dire, assez modeste, en HLM, etc. Donc avant mon baccalauréat, je ne savais pas ce qu'était une classe préparatoire, par exemple. C'est une fois que je suis arrivé à l'université que j'ai su ce que c'était une classe préparatoire. Je ne savais pas ce que c'était. Alors que j'étais en région parisienne, j'étais très proche de Paris. Mm. Henri IV, Louis le Grand, je ne savais pas tout ce que c'était. C'est arrivé à l'université où j'ai côtoyé des gens qui ont fait ces écoles-là que j'ai compris ce que c'était. Donc, mes parents, mon père était ouvrier, ma mère était aide-soignante. Donc, c'est des choses auxquelles on ne s'intéressait pas forcément, auxquelles on n'avait pas accès. Donc, les enfants, on n'en parle pas. On ne les pousse pas à faire ces études prestigieuses. Mm. Donc voilà, c'est pas vraiment spécifiquement l'histoire-géographie, mais c'est une tendance en fait, c'est une tendance vraiment générale dans l'éducation, dans tout ça. Mm. Après, voilà, après pour l'histoire-géographie en particulier, ça, après, on pourrait revenir au entretien pour vraiment revenir spécifiquement sur l'histoire-géographie. D'accord. Et en plus, comme vous enseignez dans un collège privé musulman, vous avez peut-être même la communauté maghrébine qui est la plus aisée par Oui, rapport après, franchement, cette question du niveau économique et social, on voit un peu de tout. Franchement, il y a des parents qui oui, ont une situation vraiment confortable, hein, qui peuvent se permettre de payer l'année pour un, voire deux, voire trois de leurs enfants. Donc, bon, après, pour les tarifs, ça peut varier en fonction des écoles, mais une situation vraiment confortable, hein, qui peuvent se permettre de payer l'année pour un, voire deux, voire trois de leurs enfants. Donc, bon, après, pour les tarifs, ça peut varier en fonction des écoles. Mais il y a des parents, par contre, qui, par exemple, inscrivent leurs enfants, mais payent toute l'année une somme pour pouvoir, à la fin de l'année, avoir réussi à payer l'école. Donc, on a des parents il y a des mères seules, beaucoup de mamans seules. Il y a aussi, seulement, c'est une tendance de plus en plus récurrente dans la communauté, les divorces. Donc, on a énormément de familles monoparentales. Il y a énormément de mamans, femmes au foyer qui ne travaillent pas et qui, malgré ça, réussissent à inscrire leurs enfants dans ces écoles-là. Donc, c'est des profils qu'on voit de plus en plus, même dans ces écoles-là. D'accord. Donc, voilà, c'est pas forcément les plus aisés de la communauté et forcément les élèves les meilleurs élèves, entre guillemets. Ouais, au Des fois, on a final, des élèves qui n'ont pas, voilà. On a oui. des élèves qui n'ont pas accepté dans le public, donc on les met chez nous. Et après, c'est en fonction de si l'établissement accepte ou pas. Donc, c'est à la décision de l'établissement. Donc, un profil qui est passé dans le public, on peut accepter dans le privé. Il y a aussi les profils un peu plus fragiles qui ont été un petit peu euh, brimés ou maltraités dans le public, des élèves qui ont été un peu harcelés Mhm. et qu'on veut un peu plus préserver, donc on les met dans ce genre d'établissements privés musulmans. Donc on a aussi ces profils-là, donc on a les profils psychologiques et sociaux vraiment disparates, on a un peu tout dans une même classe. On a l'élève vraiment excellent, etc. On a l'élève qui a de grosses difficultés, on a l'élève qui est à peine francophone, on a vraiment de tout. Ouais, c'est Vraiment. très hétérogène. Ah oui, vraiment, extrêmement. D'accord. D'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez des autres matières. Donc, l'histoire, ce n'est pas une matière comme le français ou les mathématiques. On ne l'utilise pas au quotidien. Quels sont les enjeux pour les jeunes Français musulmans, descendants d'immigrés ou non, de connaître, de maîtriser l'histoire malgré cela, malgré qu'on ne l'utilise pas au quotidien? Alors, c'est pas de connaître les dates de la guerre de 100 ans, du règne de Philippe le Bel IV, etc. C'est pas des choses qu'on va, qu'on va mobiliser au quotidien dans nos activités. Ensuite, et c'est là par contre que je suis pas vraiment d'accord, c'est que au-delà même des connaissances qu'on apprend en histoire-géographie, c'est aussi un apprentissage de compétences. En histoire-géographie, on a souvent tendance à le dissocier du français, alors que les élèves qui ont le niveau le plus faible en français ont un niveau aussi faible en histoire-géographie. Donc, de manière générale, quand l'élève a un bloc littéraire faible, ce qu'on appelle le bloc littéraire français, histoire, géographie, les langues, quand l'élève est faible en français, il est faible en histoire-géographie. Il y a par exemple des compétences en français, comme l'analyse de texte, la compréhension, le fait d'extraire une information pertinente d'un document pour répondre à une question.
qu'on utilise en français, mais qu'on utilise aussi en histoire-géographie. C'est une compétence dans le bulletin officiel du programme. Donc, vraiment des compétences croisées. Il y a beaucoup de choses pluridisciplinaires, interdisciplinaires entre ces deux matières. Donc, l'histoire-géographie, c'est aussi une grande partie de matière littéraire. Et beaucoup de parents que j'ai vus cette année, parce que beaucoup étaient surpris des notes un peu faibles de leurs enfants en histoire-géographie. L'histoire-géographie, on a tendance à la croire, à penser que c'est la matière où on apprend par cœur quelques dates et ça va passer, ça va bien se passer. Alors que non, ça, c'était l'histoire-géographie que nous, peut-être, on a appris à notre époque et même avant que nos parents ont peut-être appris. Donc, la matière a évolué vraiment de ce point de vue-là. Et on voit que les élèves, justement, et même les parents ne comprennent pas forcément l'enjeu et l'intérêt de la matière. Donc, au-delà même des élèves qui ne comprennent pas forcément les enjeux de la matière, il y a même beaucoup de parents qui ne comprennent pas l'enjeu de la matière ou l'intérêt de la matière. Et après, plus spécifiquement, on parle d'histoire-géographie, il ne faut pas oublier aussi la fin, le MC, l'éducation morale et civique. Elle a aussi un intérêt pour nous, musulmans qui vivons en France aujourd'hui, même si voilà, il y a tout un aspect valeurs républicaines qu'on essaie d'inculquer aux élèves, etc. Donc, il n'est pas forcément totalement une mauvaise chose, non, pas du tout. Mais il y a aussi dans ce bloc-là un développement qu'on essaie de faire avec l'élève, donc ce regard critique, c'est cette critique qu'on doit avoir par rapport à la source, par rapport à l'information, donc qui se fait beaucoup en EMC, notamment à travers la presse. Par exemple, avec les troisièmes, c'était l'année dernière, juste avant le brevet, le dernier chapitre de EMC sur la France, en géographie, pardon, sur la France et le monde, la position de la France dans le monde, sa puissance militaire, etc. Donc là, clairement, on essaie de faire comprendre à l'élève, surtout en troisième où le programme est exclusivement centré sur la France, notamment pour la géographie. On essaie de faire comprendre à l'élève la place de la France dans le monde et en Europe, la place principale, une des places principales qu'occupe la France dans le monde et dans ses institutions, l'ONU, l'OTAN, etc. Donc il y a cet intérêt-là, donc de comprendre un peu dans quel pays on vit et quelles sont les relations de ce pays avec le reste du monde, ce qui est aussi une chose importante. Mais aussi à travers ça, il y a tout aussi un discours critique. Quand on parle, c'est des choses qui sont abordées dans le cours avec les élèves ou à travers des documents, à travers le programme. Par exemple, là récemment avec l'actualité, l'opération Barkhane, donc les retraites du troupes du Mali ou d'Afghanistan de la France, c'est une chose qu'on a évoquée avec les élèves. Pourquoi cette présence française elle est utile, mais pourquoi aussi elle peut aussi se retourner contre elle, donc lien avec les attaques terroristes, etc. Donc ça permet d'évoquer toutes ces questions-là que des fois on n'ose pas évoquer en famille, ou qu'on n'évoque pas en famille, ou dont on ne discute pas en famille. C'est des choses qui sont évoquées à l'école. Donc à travers les thèmes et les thèmes de l'éducation civique et de la géographie. Pareil pour l'histoire. La colonisation, la décolonisation. Donc de voir différents discours qui s'entremêlent. En quatrième, quand vous faites les conquêtes coloniales. Donc en quatrième, vous faites la conquête. En troisième, vous faites les décolonisations. Ça permet de voir plusieurs discours déjà. Que la colonisation, notamment de l'Algérie, parce que c'est ce que j'ai fait avec mes élèves cette année, mais pas que, il y a aussi Madagascar et d'autres exemples. On voit des discours en fait qui ne vont pas tous dans le même sens, même du côté des colonisateurs et du côté des Français. La colonisation, c'est aussi un bon moyen de voir que tous les Français n'étaient pas pour une colonisation et que certains Français étaient pour une colonisation, mais d'une certaine manière. Donc on avait Jules Ferry qui croyait à la mission civilisatrice de la France, etc. On avait par contre un Clémenceau qui n'était pas du tout d'accord avec lui, qui s'est même accroché plusieurs fois à l'Assemblée nationale pour arrêter cette entreprise coloniale qui ne servait pour lui à pas grand-chose. Donc voilà, il y a des discours, tout ça, que les élèves en fait découvrent. Et ça leur permet de découvrir aussi que l'histoire n'est jamais toute blanche et jamais toute noire. Il y a toujours des entre-deux et des discours qui s'entremêlent. Ça leur permet de découvrir aussi que l'histoire n'est jamais toute blanche et jamais toute noire. Il y a toujours des entre-deux et des discours qui s'entremêlent. Ça leur permet justement de toucher un peu à ces discours-là et à ces idées qui se confrontent. Donc ça leur permet justement de confronter ces idées-là et de plus tard eux aussi avoir une idée de confronter leurs propres idées. Donc ça leur permet un peu de découvrir un peu cet aspect-là. Donc après, c'est quelques exemples parmi tant d'autres. Après, c'est les exemples qui me sont venus à l'esprit, mais à travers d'autres thèmes, on peut le développer pour quasiment tous les thèmes qui sont faits dans chaque classe chaque année. Et oui, il y a énormément d'enjeux derrière ces matières. C'est une matière qui est soustrait à énormément d'enjeux et beaucoup d'enjeux politiques. Notamment, on dit aujourd'hui que la profession de prof est en crise. Certes, c'est vrai,
qu'il y a de moins en moins de professeurs. Cette année, selon les chiffres, on a 4000 selon les chiffres, on a 4000 il manque 4000 professeurs, 4000 enseignants en France. Donc, il y a 4000 postes qui sont à pourvoir, qui n'ont pas été pourvus. Mais quand vous vous inscrivez au concours d'éducation, quand vous inscrivez au CAPES d'histoire-géographie, et encore plus à l'agrégation, vous avez chaque année peut-être 5000 candidats, 4000 candidats pour 500 postes. Donc, vous avez toujours en histoire-géographie spécifiquement une très, très forte demande des étudiants qui veulent passer le concours et qui veulent être prof d'histoire-géographie. Quand vous êtes contractuel, quand vous n'avez pas le concours, vous avez du mal à trouver un poste d'enseignant en histoire-géographie, puisque ce sont des postes généralement qui sont pourvus et qui sont occupés par des titulaires. Donc, cette question de la crise du recrutement pour les profs d'histoire-géographie, elle se pose un peu moins que pour les autres professeurs, notamment d'anglais, de mathématiques et de français. Donc, c'est une matière qui reste vraiment très, très attractive. Et au contraire, les élèves aiment beaucoup l'histoire-géographie. C'est en sixième, j'avais une classe de sixième, et même en cinquième, et encore après. Bon, après, 13-14 ans, c'est l'âge un peu particulier, un peu compliqué. Mais les sujets qu'on évoque. Quand on parle, des fois en famille, on n'ose pas évoquer certains sujets parce qu'on se dit, oui, il est encore petit, il ne comprend peut-être pas forcément, etc. Ben, c'est quelque chose de tout bête. En sixième, dès la sixième, en UMC, on attaque la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité? Et à travers des questionnaires, des fois, qui paraissent un petit peu simples, un petit peu bébêtes, qu'on incorpore dans le cours, par exemple, pour essayer de voir ce que les élèves comprennent de la laïcité, bah, on voit des réponses qui sont un peu étonnantes, mais qui sont en fait révélatrices de quelque chose. Quand on met un questionnaire oui/non, qu'on demande est-ce que la laïcité c'est l'interdiction de la religion, quand on voit des petites filles qui portent le hijab, parce que bon, on est dans un privé musulman qui met que oui, la laïcité c'est l'interdiction de la religion, ça montre bien qu'il y a une certaine compréhension du concept et que ce concept-là, il faut donc le réexpliquer. Et qu'il y a un travail à faire. Donc après, c'est normal, on est là pour ça. Mais en tout cas, voilà, ce sont des thèmes qui ne sont pas forcément des fois abordés en famille ou abordés d'une manière. Des fois, voilà, l'enfant, nous, avec vos enfants, en fait, on a un peu une fenêtre de ce qui est fait chez vous et de l'éducation que vous leur donnez, de ce que vous leur inculquez. Nous, on a une petite fenêtre sur ça. Quand on voit les enfants en cours et quand on voit un peu leur bagage intellectuel, leur connaissance, leur culture, on a une petite fenêtre sur ça. Donc, ça révèle certaines choses. Et c'est surtout en histoire-géographie et MC qu'on voit ces choses-là. C'est surtout cette matière est très révélatrice de tout ça. On le sait, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Bon, à voir si c'est le cas de toutes, mais en tout cas pour les histoires de colonisation, décolonisation, en l'occurrence, je suppose qu'elles sont écrites par les vainqueurs. L'histoire, elle peut être un instrument de domination politique. En quoi est-ce important pour ces jeunes de se réapproprier l'histoire française, l'histoire des pays qui ont été colonisés, l'histoire musulmane? Alors, c'est vraiment intéressant. Cette question, elle est intéressante puisque bon, elle a toujours été intéressante, hein, mais elle l'est encore plus avec l'actualité. Bon, je ne sais pas si vous avez un peu suivi la visite d'Emmanuel Macron en Algérie récemment, qui a été invité par Abdelmadjid Tebboune. Donc, dans le contexte de la guerre d'Ukraine, c'était surtout des accords commerciaux et des partenariats énergétiques qui devaient être passés lors de la visite. Mais ça a donné lieu à des discours d'Emmanuel Macron sur le fait que des commissions seront mises en place pour une étude, une réétude de certains points du passé commun de la France et de l'Algérie, etc. Des archives vont être ouvertes pour des historiens habilités à aller dans ces archives, etc. Donc là, ici, clairement, dans ces sujets de colonisation, décolonisation, notamment de la France et de l'Algérie, parce que c'est l'exemple le plus parlant, on a une histoire qui s'est écrite d'une certaine manière à une certaine époque. Après, il faut savoir que l'histoire est une discipline qui évolue. On a des débats historiographiques qui évoluent sans cesse. Et vous avez aujourd'hui une historiographie qui a énormément évolué sur ces questions coloniales. Vous avez aujourd'hui les colonial studies qui ont beaucoup évolué et qui justement essayent un peu de casser cette vision qu'on a nous de l'histoire écrite par le vainqueur, par le colonisateur, et où en fait les populations dans l'histoire sont invisibles, on en parle très peu, on n'en parle pas. Donc cette vision de l'histoire, elle se fait de moins en moins quand même aujourd'hui, même si elle continue un peu plus rarement, mais elle est de moins en moins pertinente dans le monde universitaire. Donc aujourd'hui, on essaie quand même de faire cette histoire sociale. Héritière de l'école des Annales, ça parlera peut-être à certains et certaines. On est vraiment dans cet héritage de l'école des Annales, de l'histoire sociale, économique. On étudie plus de la micro-histoire,
Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de thèses où on va étudier la vie d'un petit village d'Algérie au moment de l'arrivée des Français, ce qui a changé, etc. Donc là, on va vraiment essayer de partir de l'histoire par le bas. On va essayer de partir des populations, du ressenti, du vécu des populations. Donc toujours grâce aux archives qu'on a ou qu'on n'a pas. Donc voilà, on essaye quand même, je me considère pas dedans, mais les historiens essayent, et c'est une tendance qui se fait de plus en plus, de refaire un peu cette histoire-là. Après, aujourd'hui, cette histoire écrite par les vainqueurs, elle est encore d'actualité, mais de manière un peu plus minoritaire quand même. Après, vous voyez, c'est pas forcément dans les livres d'histoire qu'on va voir ces choses-là, c'est plus dans le discours médiatique et politique qu'on va voir ce genre de discours. Donc, c'est plutôt ce discours-là aujourd'hui qui a à déconstruire, ce discours médiatique et politique, notamment sur les questions de la colonisation. Donc, la colonisation peut être un bienfait, peut être un bienfait pour les peuples qui ont été colonisés, etc. Donc, ça, c'est plus dans le discours historique. Ça, voilà. Maintenant, aujourd'hui, comme on a beaucoup de chercheurs et de chercheuses qui ont corrigé les choses qu'il y avait à corriger, il y en a encore certaines à corriger. Mais quand même, il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis les années 90, voire les années 80 sur ce sujet-là. Les archives sont ouvertes, même si beaucoup sont un coup ouvertes, un coup fermées, donc sont plus ou moins difficiles d'accès. Mais normalement, mais c'est une chose qui se fait. C'est une chose qui se fait, ça va plutôt dans le bon sens, dans ce sens-là, dans ce sens un peu plus de la fidélité de l'histoire. Après, voilà, c'est plus le discours médiatique et politique qui a déconstruit. Ça, c'est clair et net. Oui, ça, c'est compliqué. Ouais. Comment est-ce que les jeunes musulmans peuvent-ils se réapproprier toutes ces histoires? Parce que quand même, sur les réseaux, on voit surtout les jeunes qui ont des origines algériennes ont vraiment ce besoin de se réapproprier cette histoire-là. Ils passent par différentes choses. Et vous, comment est-ce que vous pensez que les jeunes et les mineurs musulmans peuvent-ils se réapproprier ces histoires? Alors, il y a deux parties dans la question auxquelles je vais essayer de répondre. Dans un premier temps, c'est vrai que dans notre communauté, pas que, mais en particulier, il y a quand même depuis quelques années une tentative de se réapproprier un peu son passé, d'où je viens, d'où vient ma famille, mon pays, ma tribu, ou que sais-je encore, mais il y a quand même une volonté. Bon, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Hein. Ça devient un biais vraiment important qui est de plus en plus utilisé par pas que la communauté, mais en particulier. Après, voilà, il y a aussi un piège dans lequel il ne faut pas tomber et que beaucoup tombent. D'ailleurs, peut-être que j'y suis. Beaucoup tombent. D'ailleurs, peut-être que j'y suis moi aussi tombé. J'espère que je ne suis plus aujourd'hui. Mais cette volonté de se rapproprier de l'histoire et aussi faire dire à l'histoire ce qu'elle ne dit pas. Il y a aussi derrière tout ça un discours nationaliste, que ce soit chez les Algériens, chez les Marocains, les Tunisiens aussi d'une certaine manière. Et là, je parle du Maghreb, mais en fait, c'est une tendance générale. Quand on fait de l'histoire, en fait, on a tendance malheureusement, à vouloir faire dire à l'histoire ce qu'elle ne dit pas, ou faire corroborer ce que nous dit, entre guillemets, on va prendre ce que nous dit une partie d'une source pour que ça aille dans mon sens. Donc ça, c'est une chose aussi qui est beaucoup faite et qui est faite aussi par des universitaires, hein, par des chercheurs. Aujourd'hui, quand vous voyez par exemple Al-Andalus, vous avez des historiens, des historiens français qui ont beaucoup écrit, comme Philippe Sénac sur Al-Andalus. Donc leur qualité d'historien n'est plus à prouver. Donc avec un discours qui n'est pas positif, qui n'est pas négatif, qui essaie d'être plutôt juste dans la manière dont sont traitées les questions posées sur Al-Andalus, par exemple. Mais vous avez des historiens, notamment espagnols, un peu de droite dure catholique, donc qui voient dans ce mouvement de la Reconquista une bonne chose et une chose salvatrice pour l'Espagne, pour la monarchie espagnole. Et donc là, oui, quand on voit les livres de ces personnes-là, de ces historiens-là, d'ailleurs que je vois en vente à Giberjeune à Paris, dans tous les rayons, mais il y a un discours derrière qui est politique et les sources qui sont choisies, ce sont des sources choisies, sélectionnées pour aller dans le sens de leur idée. Donc voilà, ne pas faire dire à l'histoire ce qu'elle ne dit pas forcément.
C'est pour ça qu'aussi il y a une certaine recherche de justice et de justice quand on commence à étudier l'histoire. C'est vraiment ce vers quoi on doit tendre, vers cette équité et cette justice. Ensuite, pour la deuxième partie de la question, c'est aujourd'hui, dans la communauté, on a des éditions qui aujourd'hui font un très très bon travail sur justement cette réappropriation de l'histoire par des historiens musulmans. Donc c'est un travail qui est fait par plusieurs éditions. Donc bon, il y a une édition malheureusement qui a fermé récemment par notre ami le ministre de l'Intérieur, pardon. Ouais, les donc, éditions Nawa. Édition Nawa. Donc bon, pour ceux qui ont réussi à acheter les livres, c'est très bien pour eux. Ils valeront très cher. Personnellement, il m'en manque quelques-uns, mais je les ai quasiment tous, mais il m'en manque quelques-uns que j'arrive pas à trouver. Mais voilà, on a l'édition Nawa, on a plus récemment aussi l'édition Héritage, l'édition Ribat aussi. Donc ces éditions-là sont de bonnes portes d'entrée pour le jeune et moins jeune musulman ou musulmane qui veut entrer dans ce domaine un peu historique, un peu politique. Après, ça c'est un avis personnel. Pour moi, une personne qui n'a pas du tout qui ne connaît pas ce domaine de tout ce qui est débat historiographique, politique, et qui n'est pas vraiment ancré dans ça, il ne doit pas commencer par Nawa. Il doit pas commencer par l'édition Nawa. L'édition Nawa, c'est vraiment au-delà de la qualité du récit historique, il y a aussi toute une portée assez intéressante du point de vue politique. Et certaines choses qui sont pas abordables au premier venu ou à la première venue. Il y a beaucoup qui peuvent échapper au lecteur. Je crois que certains de leurs livres, je crois qu'il y en a deux peut-être que j'ai relu 2 fois pour vraiment comprendre comprendre certaines choses. Donc voilà, vous avez par exemple le livre de Aïssam et Yahya, l'idéologie islamique française. Là par exemple, ce livre-là pour les étudiants qui viennent de commencer leurs études, pas forcément en sciences humaines, en histoire ou autre, donc qui sont au lycée, c'est plus une lecture destinée au lycée, fin de lycée, et même encore vraiment après à la fac, vraiment, je parle de cette tranche d'âge-là. Par exemple, ce livre-là de Sam, c'est sa thèse en fait. C'est une thèse qu'il a écrite, mais qu'il n'a pas publiée. Donc c'est un travail universitaire de thèse fait avec un directeur de recherche dans un monde universitaire. Donc là, voilà, il y a un niveau, il y a de la matière, il y a une méthodologie qui est, à mon sens, qui est vraiment de très bonne qualité et qui est vraiment intéressant. Si elle est fermée, c'est pas pour rien. Après, voilà, après, Héritage, c'est aussi très bien. Ribat aussi, mais après, c'est un peu plus vulgarisé. Donc, rentrer dans ces questions-là par Ribat ou par Héritage, après, sont un peu moins focalisés sur l'histoire que Ribat, mais c'est bien pour commencer parce que c'est plus vulgarisé. Après, ça reste mon avis. Mais voilà, après, pour rentrer dans ces questions-là, notamment sur la colonisation de l'Algérie, la colonisation de la Libye, donc ils ont fait des livres sur ça, sur la chute de l'Empire ottoman. Ce sont des bons livres, mais voilà, en termes de vulgarisation. Après, pour aller plus loin, il faut par contre se frotter un peu à ce qu'ont fait les universitaires, notamment français, et pas que, mais voilà, si on maîtrise plusieurs langues, c'est mieux. Mais il faut se frotter à ce que font les universitaires français aussi. Donc voilà, c'est tout un chemin. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que moi, c'est ce que je disais à mes élèves l'année dernière. Parce que beaucoup, je crois sur mes classes de troisième, peut-être 70, 75%, 80%, voire peut-être sans mentir 85, 90% même, voulaient aller dans des filières scientifiques. Donc c'était, je vais faire médecine, ingénierie, informatique. C'était ça. Donc l'histoire, entre autres, c'était une matière qui les intéressait pas vraiment. Pas qui les intéressait pas, mais dans laquelle ils s'investissaient très peu. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, dans notre communauté en France, on connaît cet état de la communauté. On le connaît que trop bien, et on le vit encore aujourd'hui. Et notamment par tous ces discours qu'on avait évoqués tout à l'heure, avec cette histoire écrite par les vainqueurs, ce discours repris par les médias, etc. En fait, aujourd'hui, dans notre communauté, on a
malheureusement, même pas les armes et les arguments répondent à ces choses-là. Les arguments répondent à ces choses-là. Mm. Quand en fait, on ne touche nous-mêmes pas à ces sujets-là. Comment des jeunes musulmans aujourd'hui qui ne sont absolument pas versés dans cette science historique ou dans ces questions-là, pour lui, ce genre de phrase, de discours, la colonisation était un bienfait pour l'Algérie, etc. Heureusement qu'on était là pour construire des ponts, des routes et des aménages. Pour eux, c'est une chose, soit par nationalisme, ils vont le refuser, soit ils vont l'accepter en disant, oh, c'est peut-être vrai. C'est peut-être, finalement, il y a peut-être eu du bon à ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça permet, l'histoire-géographie, ça permet aussi d'avoir vraiment un regard assez ouvert sur toutes ces questions-là. Mhm. Juste pour la petite anecdote, c'est l'imam Shafi'i, voilà, qui disait que celui qui est versé dans l'histoire, large est son esprit et minimes sont ses erreurs. C'est l'imam Shafi'i qui disait ça. Et donc voilà, le domaine de l'histoire dans l'islam, c'est pour ça que vous avez même aujourd'hui dans l'université islamique, notamment à Médine, vous avez un département de tarikh, vous avez un département d'histoire. Mm. Ce n'est pas qu'une science qu'il faut voir comme étant occidentale. Oui, c'est un discours qu'on veut nous apprendre. C'est vrai qu'il y a tout un discours politique derrière ça, hein. En France, on est d'accord, il y a tout un discours. Mais pas qu'en France, c'est pareil à tous les pays. C'est vraiment la matière c'est sensible par excellence, puisque voilà, on essaie aussi de construire des futurs citoyens Oui. par ces matières-là. Mais voilà, l'histoire en tant que telle, notre communauté, notre histoire, les savants de notre communauté, notamment du hadith, ont toujours été versés dans cette science de l'histoire. Et aujourd'hui, c'est triste que notre communauté délaisse et abandonne totalement cette science-là et la mette totalement de côté ou se contente de lire deux, trois posts sur Twitter pour dire c'est bon, j'ai appris quelque chose, j'ai appris une petite anecdote. Donc c'est triste de réduire l'histoire à ça. Euh, quand vous reparlez de Nawa, par exemple, un livre qui peut motiver certains et certaines à s'intéresser à cette science-là, c'est Islam et Histoire, écrit encore par, c'est Islam et Histoire, écrit encore par Issam Yahya. Donc voilà, tout l'intérêt que le musulman doit apporter à l'histoire et tout l'intérêt que les savants contemporains, même encore aujourd'hui, doivent apporter à l'histoire et aux questions politiques, à ce qui se passe autour d'eux, un peu dans ce monde-là, ce qu'on appelle le fiqh al-waqi', ce qui se passe autour du savant, etc., ou même autour de nous au quotidien. Donc voilà, on est submergé d'informations. Aujourd'hui, ça, le problème, c'est qu'on a trop d'informations. Avant, il fallait faire des kilomètres pour aller chercher l'information. Aujourd'hui, on est submergé. Et donc, il faut faire le tri dans ces informations. Et toujours avoir un regard un peu critique, toujours essayer un peu de remettre les choses à leur place. Et ça se fait pas du jour au lendemain. C'est aussi tout un apprentissage qu'on acquiert grâce à l'histoire-géographie et l'éducation civique. C'est Mm. notamment ce qu'on essaie d'inculquer aux élèves. C'est ce qu'on essaie de faire avec eux. Et voilà, que nous aussi, on apprend encore quand on est à l'université, qu'on apprend encore après l'université, que j'apprends encore aujourd'hui actuellement. C'est des choses sans cesse Mm. ça ne s'arrête pas aux études ou au master. Pas du tout. Ouais, on le croit vraiment à tort dans beaucoup de professions qu'une fois qu'on sort de l'université, c'est bon, Ah on a oui, appris tout ce qu'on avait appris, mais non, c'est faux. C'est non, mais faux. surtout quand on l'enseigne déjà, quand on sort de nos études, on ne sait absolument pas enseigner. Même les premières années d'enseignement, malheureusement, les classes, bon, bah, Mm. pour faire un prof, on dit que c'est 5 ans pour faire un prof. C'est-à-dire que les Mm. premières classes qu'on aura, bon, après, voilà, c'est sûr qu'il y a toujours des choses à corriger. Il y a des choses qu'on fait, qu'on se dit, bon, l'année prochaine, je ne les referai pas comme ça avec mes élèves parce que ça n'a pas très bien marché, etc. Mais voilà, après, ça fait partie du métier. Le prof, c'est aussi un humain, c'est pas un robot. Donc Mm. voilà, faut aussi prendre ça en compte. Mais pour faire un prof expérimenté, c'est 5 ans minimum. Donc Mm. après le master, après le concours, après 6 ans d'études, il faut encore 5 ans, on va dire, pour que le prof soit vraiment réglé. C'est un long chemin. Vraiment réglé, c'est un long chemin. Mm. Oui. L'histoire semble montrer au premier abord une opposition constante entre les orientaux et on peut comprendre entre guillemets les musulmans et les occidentaux de l'autre. Cela est d'ailleurs instrumentalisé dans certains discours politiques extrêmes, si ce n'est pas tout le temps à la télé. Y a-t-il eu vraiment cette opposition constante ou il y a eu des périodes de paix et c'est un abus en fait de tout le temps opposer les orientaux et les occidentaux de l'autre? Alors oui, cette question de l'opposition entre l'Orient et l'Occident, c'est intéressant. D'ailleurs, par rapport à ça, donc un livre donc, sur lequel on pourra revenir si vous voulez, vraiment un classique
un classique de pardon, Edward Said, l'orientalisme, donc vraiment un grand classique qui revient justement sur cette opposition Orient-Occident et cette vision justement qu'on va appeler orientaliste. Donc l'orientalisme, ça doit parler à beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, à l'université, heureusement de moins en moins, mais on a toujours ce discours en fait orientaliste. Et plus qu'une opposition, en fait, l'opposition, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, dans des cas extrêmes où, voilà, en termes de, quand on parle des croisades, etc., donc là, on peut vraiment parler d'opposition. Et encore faut-il préciser quelle croisade. Donc, il y a eu 8 croisades. Dans les 8, voilà, il n'y a pas eu que des oppositions frontales et qu'un affrontement pur et simple entre les défenseurs de la croix et les sarrasins, entre guillemets. Les 8 croisades n'ont pas été comme ça. Et derrière les croisades, il faut aussi voir tous les enjeux politiques et sociaux, et notamment l'influence des papes dans ces questions-là, Donc ouais, tout ça aussi tout ça à mettre aussi sur la table, et c'est pas seulement une opposition pure et simple entre l'Orient et l'Occident, entre la foi catholique et musulmane, on n'est pas du tout dans ça. Après, plus que de l'opposition, je pense qu'il y a aussi beaucoup de curiosité, il y en avait du moins, depuis le 19e, 18e, 19e siècle, et même avant, hein. Mais c'est plus remarquable à partir du 18e, 19e siècle, puisqu'on a des sources en fait. Et c'est pas propre à l'histoire, ça rejoint vraiment beaucoup de matières comme la littérature, la philologie. Donc surtout les Allemands étaient vraiment à la pointe de ces sciences-là, donc ce qui était histoire, étude du monde oriental. Aussi de la langue, beaucoup d'Allemands étaient aussi arabophones, beaucoup ont traduit le Coran, beaucoup de moutoun, beaucoup de recueils de hadiths, en fait beaucoup d'islamologie orientale, en fait occidentale, pardon. Elle a beaucoup émergé des premiers travaux des philologues des croisades, ou comme les affrontements sans cesse qu'il y a eu entre les Ottomans et certains royaumes catholiques, comme l'Empire ottoman et la Sainte Alliance, la victoire des Européens contre l'Empire ottoman à Lépante au XVIe siècle, la défaite de Vienne, en fait, qui stoppera l'expansion ottomane, donc encore au fin du XVIe siècle. Donc il y a tous ces épisodes-là. Oui, là, on était dans l'opposition, clairement. Mais après, il faut aussi voir les alliances qu'il y a eu. Donc, vous aviez, par exemple, sous le règne de Louis XIV, vous aviez, déjà même avant Louis XIV, avec François Ier, donc il y avait déjà des accords passés entre la France et l'Empire ottoman, donc ce qu'on appelle les capitulations. On avait les navires français qui étaient autorisés à commercer et à arrimer dans les ports ottomans, avec l'autorisation du sultan, donc de la Sublime Porte, qui avait donné l'autorisation pour ce commerce au Levant par les Français. Donc, il y avait aussi des accords commerciaux, il y avait aussi des échanges. Vous avez aussi beaucoup de recueils aujourd'hui que vous pouvez trouver dans les archives d'ambassadeurs français envoyés à Istanbul, par exemple. Vous avez toutes ces choses-là. Donc, vous avez aussi des alliances militaires qui ont été faites. Louis XIV était allié à Soliman le Magnifique contre d'autres puissances européennes. C'est d'ailleurs une chose dont on ne parle pas beaucoup, puisque Louis XIV, le roi de la France très catholique, allié à l'infidèle Soliman, le Magnifique, c'était pas terrible. Mais il y a eu cette alliance-là, et certains historiens ont aussi relevé, ça c'est pour la petite anecdote, pour le siège de Vienne, qui était une défaite des Ottomans en fait. Ils ont relevé que dans la méthode utilisée par les Ottomans pour assiéger la ville de Vienne, c'est en fait la méthode que l'armée française utilisait. Donc c'était exactement la même technique militaire de siège. Donc on peut imaginer qu'il y a eu alors à ce moment-là, ces empires d'Europe centrale n'étaient pas au courant de cette alliance entre la France et l'Empire ottoman, bien sûr. Mais voilà, on a ces petites choses qui montrent que quand même il y a eu des alliances, il y avait eu des alliances, il y a eu des échanges. Il n'y a pas eu toujours que de l'opposition. Loin de là. Loin de là. Donc voilà, après, voilà, ça a trait à tout un discours politique aujourd'hui où on veut faire renaître cette opposition qui a existé, mais pas toujours, et pas dans toutes les circonstances. Et comme vous disiez, l'histoire, elle n'est pas toute noire ou toute blanche. Oui, voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Après, voilà, après l'orientalisme, c'est une chose c'est une chose d'ailleurs qui existe encore aujourd'hui, hein, notamment quand vous voyez des auteurs comme Flaubert qui décrivent la femme orientale, tous les clichés qu'on a aujourd'hui en tête, ces clichés, ils viennent de là, en fait. C'est des personnes qui ont été au Moyen-Orient, ont vu certaines choses, ou des fois certaines
ou des fois certains n'ont jamais été au Moyen-Orient, ils ont connu à travers des récits de voyage ou des romans. Et en fait, Mhm. avec ça, on crée des archétypes un peu. Mhm. Donc, de comment est la femme arabe, etc. Voilà, il faut aussi dire que c'est surtout aussi centré sur la figure féminine, hein. Mhm. C'est une réalité, c'est aussi surtout concentré sur la figure féminine. Et ce qui est pu expliquer aussi aujourd'hui toute cette agitation aussi autour du hijab ou du niqab ou toutes ces choses-là. C'est pas Mhm. sans lien. Mhm. Mais en tout cas, voilà, c'est cette question de l'opposition, c'est intéressant. Parce qu'on n'est pas du tout dans une opposition constante et permanente, loin de là. Mhm. Loin de là, D'accord. loin de là. Alors, comment peut-on évoquer cette histoire coloniale, entre autres, sans Mm. nourrir nos enfants d'une haine des Occidentaux, des gouvernements occidentaux, etc. C'est une question intéressante. C'est une question intéressante. Des gouvernements occidentaux, etc. C'est une question intéressante. C'est une question intéressante puisque moi-même, j'ai pas la réponse et j'aurais pas de réponse toute faite. Et même, j'ai pas cette posture de parent qui expliquerait ça à son enfant. Moi-même, j'ai même pas réfléchi à la question puisque je l'ai pas encore pratiqué. Mais après, c'est une, c'est une chose le fait de connaître, ça ne doit pas forcément nourrir une haine. Les choses qui se sont passées se sont passées. Elles se sont passées. Et aujourd'hui, vous avez par exemple, euh, vous avez par exemple certains phénomènes qui ont eu lieu. Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle un peu la repentance, où on fait des excuses à un État, à des organisations, etc. Donc, il y a aussi aujourd'hui ces phénomènes qu'on voit dans la société, ce qui fait que, au-delà d'expliquer à nos enfants ce qui s'est passé, on peut aussi leur faire comprendre que ça s'est passé il y a des décennies, voire des siècles, qu'aujourd'hui, on est dans toute autre chose, que les problèmes, que les enjeux ont évolué. Aujourd'hui, d'expliquer à l'enfant comment s'est passée la colonisation d'Algérie, etc. et tout, c'est une bonne chose, il faut lui expliquer puisque c'est son histoire. Mais lui dire qu'aujourd'hui, malheureusement, la question, c'est plus la colonisation. Les questions et les enjeux ont évolué, que ce soit en France ou en Algérie. Mhm. Donc, que c'est une chose qu'il faut savoir, mais c'est pas les réponses que tu vas apporter à ces problèmes-là qui ont eu lieu il y a 200, 300 ans, 150 ans, que c'est pas en y répondant aujourd'hui que tu vas en fait aujourd'hui améliorer les choses. Les Mhm. choses sont passées. Beaucoup avant toi ont traité du sujet, on a encore retraité, etc. Bah, c'est pas toi qui Mhm. va changer quelque chose à ça malheureusement. Mais voilà, après aujourd'hui, on a des États qui ont proclamé formellement des excuses pour la colonisation, pour les dégâts de la colonisation, etc. Je crois que la France l'a pas fait pour l'Algérie, ou peut-être c'est Chirac qui l'a reconnu, je me souviens plus. Après Chirac, il l'a fait dans un sens de politique arabe, etc. Donc c'est autre chose. Mais je sais pas si la France s'est excusée formellement pour ça. Mais Non, je voilà, pour crois d'autres pas. Je choses, crois pas qu'il se soit excusé. je crois pas parce que ça avait fait débat avec Emmanuel Macron Ah justement. oui, oui, oui. Donc du coup, non, il y a pas eu d'excuse par rapport à ça, et c'est là aussi, pour rebondir sur ce qu'on disait tout au début de l'entretien, l'importance des mots en histoire, et justement, de relever l'importance de ces mots-là quand on fait de l'histoire, de la géographie de l'EMC. Le Mhm. mot d'excuse, le mot de colonisation, le mot de génocide, etc., c'est des mots qui sont lourds de sens, et Mhm. qui entraînent de facto beaucoup de conséquences. C'est que si on s'excuse, ben, on reconnaît qu'il y a eu des crimes contre l'humanité qui ont été par rapport à ça, de Sylvie Tesno, vraiment, voilà. Après, voilà, ces historiens qui vont faire qui vont faire cette partie de l'histoire, on va les cataloguer comme étant bon, des historiens de gauche, plutôt, automatiquement, politiquement, on est placé sur un échiquier quand on traite ces questions, surtout en Ah France. oui, donc tous les Oui. historiens qui parlent de ce qui s'est passé, quand ils parlent des faits, ils sont Hmm. catégorisés de gauche. Si, Ah, ici, en fait, ici, par rapport à l'Algérie, notamment, c'est très lié à un discours politique qu'on entend encore aujourd'hui. Donc Mhm. aujourd'hui, en fait, il faut pas oublier que la guerre d'Algérie, ça a eu lieu il y a 60 ans. Donc Mhm. c'est frais. L'histoire, en 60 ans, dans le temps historique, c'est très, très frais. Mhm. Ça s'est passé hier, quoi. Donc, Mhm. ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore des personnes qui ont fait la guerre d'Algérie qui sont encore en vie. Mhm. Ce qui fait que aujourd'hui,
quand on a une position sur un sujet, notamment comme la guerre d'Algérie, automatiquement, politiquement, on est catégorisé comme étant, quand on a une position sur un sujet, notamment comme la guerre d'Algérie, automatiquement, politiquement, on est catégorisé comme étant de tel ou tel bord. Quelqu'un qui va vous dire que l'Algérie, qu'il y a eu des bienfaits à la colonisation en Algérie, ah bah, automatiquement, on va le considérer comme quelqu'un de droite. Oui. Quelqu'un qui nous dit que, voilà. Donc voilà, c'est, en fait, ça va dans les deux côtés. Alors, cette personne-là, peut-être que non, elle va juste, voilà, elle va juste avoir un avis en disant que oui, pour cette chose-là, précisément, ça peut avoir des apports. Donc aujourd'hui, voilà, on catégorise, on met dans des cases assez facilement. Mais voilà, les historiens dont je vous ai parlé, oui, clairement, aujourd'hui, dans le monde historique et politique, beaucoup de personnalités de droite ne lisent même pas leurs ouvrages. Parce Mhm. que on peut catégoriser comme étant des historiennes de gauche, comme des gauchistes, comme D'accord. des islamo-gauchistes, comme on dirait aujourd'hui, par exemple. Mais voilà, après, c'est là Moi, qu'on je voit que pensais vraiment qu'il y avait Hmm. pas un consensus, mais qu'il y avait quand même une majorité d'historiens qui parlaient des faits sur la colonisation en Algérie, que c'était plus les gouvernements en Algérie, que c'était plus les gouvernements qui voulaient pas le reconnaître parce que du Franchement, coup, franchement, dans les universités, vous avez raison, c'est unanime, c'est reconnu unanimement, il n'y a pas de débat sur ça, hein. Franchement, il n'y a pas de c'est débat. vraiment au niveau Ah médiatique oui, et politique. exactement. En fait, Mm. après, vous savez ce qui se passe dans les universités? C'est comme la récente polémique qu'il y a eu par rapport à l'islamo-gauchisme dans les universités, etc. Mhm. Euh, En fait, c'est des personnes qui ont été à l'université, bien sûr, qui parlent de ça. Bon, des fois, ils ont pas été, ils ont fait Sciences Po, et après, ils ont fait des écoles, donc c'est pas vraiment des universités, c'est pas la même chose. Mais quand on voit, quand on est dans le monde universitaire, ces choses-là, on entend parler. Tout le monde, même des historiens qu'on connaît à la fac qui étant réputés pour être droite, voire d'extrême droite, voire même des fois limite royalistes ou monarchistes, Mhm. même ces personnes-là reconnaissent et en parlent. Voilà, c'est quelque chose c'est des choses qui ont été prouvées par les faits, par les témoignages, des gens qui Mhm. témoignent encore aujourd'hui de ce qui s'est passé. Mhm. Non, franchement, il y a un combat avant et ce qu'on va faire ressortir. Oui, il y Mhm. a un consensus, bien sûr. Ce serait Mhm. un total non-sens de dire ça aujourd'hui. Ce serait une ineptie. Ouais. L'universel, il ne serait pas Mhm. pris au sérieux. Mhm. Même, je pense que Zemmour le reconnaît aussi. Sauf que voilà, c'est pas une chose qu'il met forcément en avant dans son discours. Ce qu'il met en avant, c'est plutôt la persécution des Juifs par les musulmans après Oui. que les Français sont partis, les Harkis, etc. C'est plutôt ces choses-là sur lesquelles on va insister, vous voyez. Ouais. Voilà, voilà, on va prendre un pan du conflit en disant que la carte d'Algérie, c'était terrible, mais c'était aussi terrible pour les Harkis. Il faut penser aux Mhm. Harkis qui n'ont pas été, voilà, soutenus par la Mhm. France. Mhm. Mais voilà, on va un peu moins être la lumière sur ce qui s'est passé avant. Mhm. Voilà, c'est un choix un peu, on oriente un peu la lumière sur quoi, sur ce qui nous intéresse, sur ce qui nous sert. Ok. Et donc, du coup, vis-à-vis de nos enfants, il faut plutôt en fait, être dans une dynamique, c'est une histoire qui fait de nous ce qu'on est. C'est ça. Maintenant, il faut essayer de se relever. Et pour se relever, il ne faut pas regarder sans cesse le passé et plutôt chercher les clés de se relever. Et pour se relever, il ne faut pas regarder sans cesse le passé et plutôt chercher les clés pour s'améliorer, pour se relever. Voilà, c'est ça, c'est comme vous l'avez très bien dit, en fait, c'est dans l'histoire, bon, tout le monde ne vous dira pas ça, mais dans certains cas, notamment pour la colonisation, etc., il y a aussi des leçons à tirer de ce qui s'est passé et des erreurs peut-être qui ont été commises d'un côté comme de l'autre, puisque la colonisation ne s'est pas faite toute seule que par les Français. Mhm. Aujourd'hui, il y a des travaux universitaires qui montrent que voilà, certaines personnalités algériennes ont favorisé et ont facilité cette entreprise de colonisation. Mhm. Et aujourd'hui, voilà, de plutôt voir cette chose-là comme quelque chose qui est passé, c'est l'histoire, ça s'est passé comme ça s'est passé. Il s'est passé des choses, il faut en parler, il faut mettre des mots sur ça. Mhm. Voilà. Mais ensuite, voilà, essayer de se dire, ok, mais comment on peut faire pour éviter cette chose-là? Pour Mhm. ça. Aujourd'hui, c'est Que ça ne se normalement, reproduise voilà, plus. normalement aujourd'hui, on ne devrait pas revoir les Français débarquer à Alger Mhm. pour coloniser l'Algérie. Mais voilà, aujourd'hui, cette terme de colonisation, bah, il passe par d'autres biais. Mhm. Si vous voyez ce que je veux dire, aujourd'hui, voilà, on est dans des pays, dans des pays comme l'Algérie, mais pas seulement, hein, pas comme le Maghreb n'est pas le Mhm. seul, loin de là. Mais voilà, on voit des valeurs qui faisaient la particularité de ces sociétés-là qui, peu à peu, se perdent et Mhm. qui sont remplacées par d'autres valeurs qu'on n'aurait jamais trouvées dans ces sociétés-là il y a quelques décennies. Mhm. Donc là, ici, on peut aussi en parler comme étant une colonisation. Mhm. Et Oui. donc voilà, aussi un peu attirer le regard des enfants sur ces choses-là, de savoir d'où vous venez. Parce que Mhm. d'où vous venez, il n'y a pas tout qui est acheté.
Mhm. Voilà. Faut aussi se dire que voilà, il faut savoir d'où on vient parce que d'où on vient, il n'y a pas tout qui est acheté. Il y a des choses, certes, que des fois, c'est bénéfique de s'en séparer. Il n'y a pas que du bon à prendre, Mhm. Mhm. mais il y a des choses qu'il faut garder et qui doivent nous servir pour nous construire. Mhm. Mhm. Et voilà, parmi les erreurs que nos grands-pères ont fait, grands-mères ont fait, il faut éviter de les refaire. Et ce qu'ils ont fait de bien, il faut le garder. Mhm. Il faut essayer voilà, de prendre un peu tout ça. Mhm. Donc voilà, après aujourd'hui, c'est la quatrième, cinquième génération d'immigrés du Maghreb qu'on a en France. Donc voilà, Mhm. vous voyez, ça se perd. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, ces enfants-là s'intéressent encore à ces questions-là? Moi, j'ai été outré quand j'ai fait la guerre d'Algérie cette année de voir que la majorité de mes élèves qui venaient de ces pays-là ne connaissaient même pas les dates déjà de la guerre d'Algérie. Mhm. Et ne- pendant qu'on fait le document, pendant qu'ils lisent le document, quand ils voient les tortures, les viols, etc., oui, là, ça les interpelle. Mhm. Mais au-delà de ça, bah, bah, c'est un cours qui, comme un autre, qui leur passe par-dessus la tête, en fait. Ouais, ouais. Malheureusement, c'est fini c'est vraiment rare l'élève qui dit, ah, ça m'intéresse vraiment, ça concerne mon histoire, etc. Non, Mhm. ça existe quasiment plus. Ouais, au final, ce sont plus ceux de générations un peu plus vieilles qui continuent à Oui, s'y voilà, ouais, intéresser. Et les jeunes voilà. de nos jours ont plutôt plus, ils se sentent plus Ouais, concernés par ça. vraiment, c'est qu'une poignée, c'est vraiment qu'une poignée. Je pense que malheureusement, plus les générations vont. Après, il y a pas de secret. Quand vous ne vivez pas avec ça, avec ces discours-là, même si vous les avez à la maison, à un moment donné, la maison, c'est une socialisation primaire. Après, vous Mhm. avez l'école, vous avez les amis, vous avez l'entourage. C'est ça aussi qui va vous façonner. Ce Mhm. qui fait que quand on ne grandit pas dans ça, bah, Mhm. on les perd, ces choses-là. On les perd ou on n'y pense pas forcément, on n'y apporte plus vraiment d'importance. Et Mhm. on dit ça pour ça, mais c'est vrai pour plus vraiment comme ça l'était avec nos générations passées. C'est Mhm. sûr. Mais nous-mêmes, déjà, on est dans cette mutation, en fait. On est déjà dans cette mutation et dans ma génération à moi, à qui je peux parler de la guerre d'Algérie en étant vraiment. Il y aura toujours le côté nationaliste qui va revenir, c'est vrai. Mhm. Mais de manière historique, est-ce que vraiment ces personnes-là ont été un petit peu dans ce que les historiens ont fait, que ce soit du côté français et algérien, parce que du côté Mhm. algérien, on en parle peu, mais beaucoup d'historiens, beaucoup d'universitaires ont traité ces questions-là. Mhm. Aujourd'hui, en France, on n'a pas beaucoup on n'a pas forcément trop accès à leurs travaux. On y a accès, mais pas à tous. Mhm. Après, voilà. Après, je sais pas pourquoi, je peux pas vous expliquer pourquoi. Mais Ouais. c'est plus difficile d'avoir accès, c'est plus difficile d'avoir accès à leurs travaux que les travaux qui sont faits ici. Mhm. Après, c'est sûr. Ouais. D'accord. Nous sommes arrivés à la fin de la partie 1. Vous pouvez écouter la suite avec les parties 2 et 3 tout de suite dans l'épisode 1 bis qui suit. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a été profitable comme il l'a été pour moi. Que Allah bénisse cette initiative afin que de nombreux épisodes suivent celui-là. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et liker les posts sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et par mail à l'adresse en barre d'infos. À très bientôt. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.